Alors, merci d'être là encore pour ce séminaire. Comme vous, enfin, ceux qui ont déjà suivi quelques rencontres, vous avez un peu compris la manière avec laquelle ça fonctionne dans le dialogue enfin, que j'essaye d'établir entre la leçon et le séminaire, que le séminaire arrive comme pas nécessairement comme une continuité, mais un contrepoint à ce que la leçon a pu être. Mais aussi, c'est vrai, au fond, j'ai profité de l'occasion. On m'a dit, quand on m'a approché, on m'a dit, toutes les personnes que tu veux rencontrer, c'est possible. Voilà. Donc pour moi, c'était génial de pouvoir rêver les séminaires comme aussi des désirs de rencontre, d'avoir la possibilité de rencontrer des personnes dont j'ai lu les ouvrages ou dont j'ai suivi le travail, avoir la possibilité de leur poser des questions, c'est vraiment une chance exceptionnelle. Évidemment, dans la plupart des choses que j'ai pu écrire, au théâtre en tout cas, toute la question de l'intime et du collectif, en fait, c'est-à-dire comment l'histoire d'un tout petit individu, ce que j'ai appelé une fourmi, s'inscrit à l'intérieur du grand mouvement de l'asphalteuse qui avance, qui est l'histoire. Voilà, nous sommes tous des gens avec des noms voilà, qui sont totalement inconnus aux oreilles de ceux qui nous dirigent et qui prennent des décisions qui ont des impacts absolument monumentaux sur nous. Donc, quel rapport on établit dans notre relation en tant que fourmi, de fourmilière, et de cette espèce de machine qu'on appelle l'histoire qui avance? Cette question m'a évidemment toujours aliéné, intrigué, passionné. Tout ce que j'ai pu écrire ne tournait au fond que autour de ça. Comment on fait pour rester humain dans un contexte inhumain? Bon. Et les gens, ce qu'on appelle les gens. Voilà, qui sont les gens et leurs drames. Et dès qu'on commence à s'intéresser à n'importe qui, dans un train, sur le quai d'un métro, dès qu'on commence à s'intéresser à quelqu'un, cette personne s'ouvre comme un gouffre mystérieux absolument sublime. Et enfin, c'est quand même hallucinant. Donc, à travers ça, j'ai donc suivi les travaux enfin les recherches, le travail, la manière de travailler que Florence Aubenas a fait, et que j'ai invité. Donc vraiment, c'est un bonheur immense pour moi qu'elle soit là, pour qu'on puisse poursuivre cette réflexion, oui, autour du verbe aimer, mais autour du verbe de la nécessité, et aussi autour des gens. Comment on rencontre les gens? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant quand on rencontre un groupe, un collectif? Qu'est-ce qui se passe quand on sort de chez soi pour aller ailleurs, pour aller dans un milieu qui n'est pas le nôtre? Comment les choses se passent? Qu'est-ce que ça nous apprend? Et depuis toujours, le monde animal a évidemment été pour moi un espace de métaphore et de compréhension qui m'a poussé, pas seulement à travers l'écriture d'un livre qui s'appelle Anima, où toute l'action est vue du point de vue des animaux, mais me renvoyant à l'enfance, au Liban, dans le rapport à la forêt, dans le rapport à la présence animale, que ce soit celle qu'on mange, celle qu'on regarde, celle qu'on aime, et puis dans le rapport d'amour, d'affection. On aime un animal très rapidement quand on est enfant. Comment les choses se déploient aussi autrement. Donc les lectures, et entre autres celle de Jean-Henri Fabre, qui a été pour moi vraiment une véritable découverte. Et de là, la lecture de scientifiques contemporaines, des regards sur les fourmis, sur les araignées, sur tout le monde des insectes qui me bouleverse absolument. Et donc, le bonheur d'inviter aussi Jean-Louis de Neubourg, qui est éthologue, qui devait être chimiste, et qui finalement a décidé de, je ne sais pas, mal tourner ou bien tourner, enfin il le dira lui-même, et donc de s'intéresser à la biologie, à la manière avec laquelle on arrive à regarder le comportement d'un individu, et comment son comportement d'un individu, entre sa nécessité d'être qui il est, mais la nécessité du groupe, finit par, tout ça avec le collectif, finit par créer une sorte de schéma qu'on peut lire,
sur une organisation collective, mais qui parfois va en contradiction avec les intérêts d'un individu. Donc tout ce travail que Jean-Louis a énormément mené depuis très longtemps, très très proche de... j'avais envie de savoir quel regard il porte sur comment il compare ou pas du tout les observations qu'il fait autour d'une fourmilière, ou bien des blattes, ou bien des araignées, et le rapport, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire sur nous, sur nos comportements, sur les comportements humains, sommes-nous différents ou pas. Donc voilà, on va passer l'heure et demie à aborder ces questions. Ça va être un peu comme on avait fait quelquefois. Je vais d'abord donner la parole à Florence, qui va pouvoir prendre la parole pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, Jean-Louis va prendre la parole pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on va échanger. Ils vont pouvoir réagir l'un à l'autre sur ce que l'un et l'autre a dit. Et puis, moi, j'ai des questions à leur poser. Voilà. Donc, tout d'abord, je veux vraiment vous remercier très chaleureusement de votre présence ici. Et puis, Florence, je te donne la parole. Bonjour à tous. Alors, j'ai pris quelques notes, donc parfois ce sera un peu laborieux, mais j'étais intimidée, donc j'espère que vous m'excuserez. Donc je voulais vous parler évidemment de l'écriture, l'amour, les femmes, le ménage, bref. Je vais reprendre la discussion là où Wajdi l'a laissée. Et quand il m'a dit que aimer était le verbe du jour, le verbe choisi, j'ai aussitôt pensé au mouchoir de Herta Müller. C'est une écrivaine roumaine, prix Nobel de littérature en 2009. Dans la Roumanie soviétique des années 60, elle raconte que tous les matins, sa mère lui disait « Est-ce que tu as pris un mouchoir ?» Bien sûr, elle n'en avait pas, et elle l'avait fait exprès. Elle guettait cette preuve que sa mère veillait sur elle. Et elle se disait « Je vais le prendre tout à l'heure ». Alors là, je cite Herta Müller. La question « tu as un mouchoir » était un mot tendre détourné. Direct, il aurait été gênant. Ça ne se faisait pas chez les paysans. L'amour était travesti en question. On ne pouvait l'exprimer que sèchement, d'un ton impérieux, comme les gestes du travail. On va maintenant quitter la Roumanie des années 60, on y reviendra, et partir pour l'Afghanistan. Cette fois, on est juste après l'invasion américaine du pays, lancée en représailles aux attentats à New York le 11 septembre. À l'époque, je travaille à Libération. Nous sommes plusieurs reporters à nous relayer là-bas depuis des mois. C'est moi qui me trouve être à Kaboul le 8 mars 2002. Vous le savez, c'est la journée de la femme. Et au journal, la rédaction en chef est très, très excitée. Alors il me dit, ça y est, c'est la première journée de la femme, c'est à toi de le faire, ça va être génial. Il me conseille, bien sûr, d'interviewer un ministre, une ministre, d'interviewer une responsable d'ONG, quelqu'un plutôt quelqu'une, bref, une sommité. Ils me disent, voilà, c'est tout un symbole, à toi de jouer. Alors, je dois vous faire une petite confidence. J'ai beaucoup de mal à interviewer des vedettes. Donc, ce n'est pas une qualité dans mon métier. Hein. Normalement, on fait ça très bien, mais moi, j'y arrive pas très bien. Alors, je ne m'en vante pas, mais voilà. Alors, la première fois que je l'ai fait, c'était un acteur très célèbre. Je ne donne pas son nom, il est peut-être dans la salle. Et l'attaché de presse me dit, bon, attendez, vous aurez 10 minutes, peut-être un quart d'heure. Alors là, évidemment, en bonne journaliste, je trépigne, je dis non, c'est pas possible, il me faut beaucoup plus, au moins, enfin bref, de haute lutte, j'arrache une demi-heure. J'arrive, l'acteur est en face de moi, le célèbre acteur est en face de moi, et au bout de 5 minutes, je me dis, pourquoi j'ai demandé une demi-heure? On s'est mis à boire du vin rouge et à regarder nos montres dans un silence un peu fâché. Et bref, je me suis dit plus jamais. Donc voilà, donc en fait, vous l'avez bien compris, ma chose à moi, mon truc à moi, c'est plutôt les pratiques microbiennes. L'expression n'est pas de moi, on pourrait dire pratique de fourmi. C'est de Michel de Certeau, donc c'est un philosophe. Et j'aime bien les anonymes, j'aime bien leurs petites ruses quotidiennes, j'aime bien leur manière de faire. Bref, je m'y sens bien. Donc je les trouve en fait irrésistibles. Donc je me dis que faire pour la journée de la femme? Et je me tourne, le journal louait une maison dans laquelle on se relayait, et je me dis, je vais interviewer mes voisines. Et donc je sonne à la porte, je leur demande, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Je les connaissais, hein, on avait échangé depuis un moment. Qu'est-ce que je peux faire pour la journée de la femme? Alors, est-ce que vous avez
quelle femme, en fait, vous admirez? Quelle serait votre héroïne? Elle me regarde et tout en chœur, exactement en même temps, elles me disent « c'est la jeune fille du quartier soviétique ». Alors, je dis « la jeune fille du quartier soviétique ?» Alors, elles sont étonnées. Elles disent « vous ne le saviez pas? Vous ne la connaissez pas ?» Je croyais qu'à Paris, on connaissait tout. Je ne connaissais pas la jeune fille du quartier soviétique, pas du tout. Donc, en fait, on se rend dans le quartier soviétique. Alors, le quartier soviétique, c'est l'appellation, vous en doutez, ça remonte au temps de l'Union soviétique, lorsqu'elle avait envahi l'Afghanistan. Et elle avait construit à la périphérie de la ville des grands immeubles, tout à fait comme en Union soviétique, où elle logeait les dignitaires du parti. Alors, il y avait un luxe incroyable là-bas, c'est-à-dire qu'il y avait l'électricité, l'eau chaude et le chauffage. Donc, les soviétiques partis, des Afghans s'y sont installés, des familles afghanes s'y sont installées. Et donc, on y arrive, et en fait, les familles y habitent comme on habiterait des ruines d'une civilisation très, très ancienne, c'est-à-dire la modernité. Donc, évidemment, le chauffage ne marche plus, l'électricité non plus, l'eau chaude, tout ça a été arrêté. Et je vous rappelle, on est en 2002. Et en fait, les gens ont utilisé la baignoire, ils l'ont remplie de terre et c'est devenu un petit potager. Le radiateur fait étagère. Donc on habite là comme, c'est ça, comme dans des ruines antiques. Et là, on monte jusqu'à l'étage où habite la famille de la jeune fille. Et sa mère est là. Et je dis, où est la jeune fille? On me dit, mais elle est morte. Je dis, elle est morte? Alors ils me disent, oui. Alors on va vous raconter son histoire. Et alors les voilà qui me racontent. Ils me disent, voilà, on s'est installé là au moment où, en fait, toutes les factions rivales à Kaboul se sont unies pour chasser les soviétiques. Et donc, ils ont pris le pouvoir, ils se sont installés dans la ville. Mais bien sûr, l'unité a éclaté sitôt le pouvoir pris. Et donc, il y a eu une guerre civile qui s'est passée à l'intérieur de la ville. Et c'est terrible parce que les chefs de guerre n'ont pas, on est dans les années 90, n'ont pas de quoi payer les soldats, ils n'ont même pas de quoi les nourrir. Et donc, tous ces soldats se battent entre eux et surtout vivent de l'habitant, vivent sur le dos de l'habitant. Et donc, ils pillent, ils volent, ils violent. Et dans ce quartier soviétique, un jour de ces années 90, entrent des soldats dans cet immeuble. Et alors, c'est quelque chose de terrible parce qu'ils arrivent au rez-de-chaussée et ceux des autres étages les entendent arriver. Et ils savent ce qui va se passer. Ils savent qu'ils vont monter étage après étage et que toutes les scènes vont se reproduire et les entendent. Et impossible de s'enfuir, il n'y a qu'un escalier. Donc d'étage en étage, on les entend monter et la jeune fille habite au dernier étage. Et donc elle les entend arriver au premier, au second, au troisième. Elle est dans la maison, elle est en train de faire le ménage. Elle passe la serpillière dans la pièce. Et il n'y a qu'une seule solution en Afghanistan dans ces cas-là, c'est-à-dire que les hommes doivent se battre jusqu'à la mort pour préserver l'honneur de la famille. Et donc, sinon, si la jeune fille reste là et que les hommes ne peuvent plus la défendre, elle est violée, mais doit partir avec ses violeurs. Telle est la loi qui prévaut. Et donc, c'est soit la mort, soit le rapt, mais là, sûrement, la mort et le rapt, parce que le père et les 3 frères n'arriveront pas à défendre la maison. Donc, ils se postent devant la porte et attendent. Et la jeune fille, on entend juste frotter le balai contre le sol. Finalement, les soldats arrivent à cet étage. La porte s'ouvre, évidemment, avec fracas. Ils pénètrent dans la pièce et s'arrêtent. Et là, le père et les frères se retournent, regardent dans la pièce. La fenêtre est ouverte. Ils voient juste la jupe s'envoler. La jeune fille a sauté par la fenêtre. Il reste le balai et la serpillière. Et les filles se tournent vers moi, mes voisines, me disent « c'est notre héroïne ». La mère secoue la tête, c'est leur héroïne. Dans le bas de l'immeuble, à l'endroit où elle est tombée, il y a un petit mausolée, alors quelque chose de discret, un peu de terre, des pierres, des fleurs, où il y a écrit « Gloire à la jeune fille du quartier soviétique qui a sauvé notre dignité ». En fait, maintenant, on va partir, on va revenir en France. On va revenir en France et on est à l'année 2008 maintenant. Alors, je viens de quitter Libération, le journal Libération, et je suis arrivée au Nouvel Observateur.
On est le 1er janvier 2008. J'aime autant vous le dire, j'ai la gueule de bois. Et l'Obs est installé au-dessus en face de la bourse, de l'immeuble de la bourse, le Palais Monniard. Et donc, de ma place, je vois la bourse. Et vous le savez, c'est l'année aussi où la crise des subprimes aux États-Unis fait rage. Et donc, la crise, peu à peu, s'est répandue en Europe, s'est répandue autour de la planète. Et je me dis, mais comment je vais faire pour raconter ça? Je ne suis pas économiste. Moi, mon travail, c'est le terrain, ce travail de fourmi. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Et là, je me dis, voilà ce que je vais faire. Je vais aller m'inscrire au chômage dans une ville où personne ne me connaît. Donc, le dispositif est simple. Je vais donner mon nom. Mais en revanche, je ne dirais pas que je suis journaliste, je dirais juste, voilà, je suis une femme de plus de 50 ans à l'époque et je postule pour avoir un travail. Je n'ai aucun diplôme, sauf le bac. Alors je m'étais forgé une petite légende, j'en étais assez fière, je ne vous cache pas. Ma petite légende, c'était, voilà, alors comment expliquer que je n'ai rien fait, pas travaillé, etc. Alors je m'étais dit, je vais dire que je m'étais mariée à un garagiste. Je ne sais pas vous, moi j'adore les garagistes, il y en a peut-être aussi dans la salle. Donc j'ai toujours trouvé ça très sexy. Donc je me dis, je vais raconter ça. Et puis je vais dire, on a vécu ensemble. Dès qu'on s'est mariés, moi j'ai arrêté de travailler. Et alors c'est ce que je raconte au type de Pôle emploi là, qui est juste en face de moi. Je dis, voilà, j'ai arrêté de travailler, etc. Puis, vous voyez, il m'a quitté. Et donc je dois trouver un emploi. Jusque-là, le type en face, l'employé de Pôle emploi, ne m'avait pas du tout regardé. Donc, il écrivait. Là, il lève les yeux, d'un coup, quand il entend « il m'a quitté ». Il me regarde, il dit « comme tout le monde ». Et là-dessus, il me regarde de bas en haut, un espèce de scan, et conclut, verdict, pour une plus jeune, sans doute. Là-dessus, je ne dis rien, mais je décide de répondre à toutes les petites annonces. Il me dit « votre cas est désespéré », donc je vois bien qu'il faut que je réponde à tout. Quand je me présente, on se moque un petit peu de mon ambition. Je me présente à une animalerie, je me présente à un centre d'appel, je me présente à un supermarché qui recrute des hôtesses de caisse. Madame, c'est beaucoup trop pour vous, vous n'y arriverez pas. Pour vous, c'est le ménage. Toutes les femmes savent faire le ménage, n'est-ce pas? Alors, je ne vous cache pas que ma mère est féministe. Et à ma sœur et à moi-même, elle nous avait toujours dit « ne faites pas le ménage, votre conjoint le fera ». Donc, néanmoins, courageusement, je ne vous le cache pas, je me lance. Alors, même dans le ménage, j'ai du mal à trouver un poste. Les gens voient bien que l'aspirateur, bon, tout ça ne marche pas très bien. Et je trouve le poste que personne ne veut, c'est-à-dire travailler sur un ferry. Et sur ce ferry, on fait le ménage extrêmement vite entre le moment où les passagers arrivent, descendent, et les prochains vont remonter. C'est un ferry qui fait la traversée entre Ouistreham et l'Angleterre. Et donc, je travaille là-dessus. C'est difficile, c'est dur, et on nous a bien recommandé. Donc, quand les passagers arrivent, il faut leur dire bonjour, il faut les saluer. Donc, on est sur la passerelle, on fait une sorte de haie d'honneur avec nos balais, les seaux sont à nos pieds, et on dit « bienvenue ». Alors, on a du mal à croiser leur regard. Ils ne nous voient pas du tout, et ils ne répondent pas. Alors, c'est aussi un peu faux. C'est un peu faux parce qu'il y en a une qui le voit d'entre nous. Celle qui le voit, c'est Mimi. Alors, Mimi, elle a les cheveux coupés au carré, grande fille, très belle, plus grande que nous toutes, 1,90 m. Alors, quand ils aperçoivent Mimi, ils s'arrêtent. Elle, ils la saluent, ils sont tout contents, certains lui font la bise. Quand on monte sur le bateau, moi, j'ai été immédiatement mise à l'équipe Sani. Alors, l'équipe Sani, c'est l'équipe qui lave les toilettes. Je suis en tandem, en binôme, ils disent, avec une institutrice qui a un peu du mal à joindre les deux bouts. Donc, on nettoie les toilettes. Et donc, évidemment, Mimi, c'est aussi notre vedette à nous toutes. C'est elle qui peuple toutes nos conversations. On l'aime. Donc,
quand on attend de monter sur le bateau, sa voiture est garée sur le parking, on se met tout autour, elle met de la musique forte, certaines dansent, tout le monde regarde comment elle est habillée. Ouais, c'est notre héroïne. Et en lavant les toilettes, ma collègue l'institutrice me dit « Ah, moi, j'habite Ouistreham depuis longtemps. » J'ai essayé de faire un peu ma journaliste, tu es là depuis longtemps. Bon. Et elle me dit « Tu sais, Mimi, je la connais avant même que ce soit une femme. » Alors je dis « Avant même que ce soit une femme. Tu veux dire une femme de ménage ?»« Non, une femme. » Je dis « Comment une femme ?»« Ben oui, avant, Mimi était un homme. » Alors je dis « Mimi était un homme. » Et alors là, imaginez la situation. Je viens de Paris, je me sens un petit peu, vous voyez, j'ai travaillé à Libération, il y avait des transsexuels, etc. Et je me mets à octer dans les toilettes comme une coincée de province. Mimi était un homme. Elle hausse les épaules. Bah, bien sûr, elle est là, mais tu sais, elle est femme de ménage pour payer ses opérations. Alors, je me dis, c'est incroyable. Alors, finalement, on se met à continuer à nettoyer les toilettes. Et puis, quand j'écris le livre, parce qu'à la fin, tout ça, c'est pour écrire, je vais voir Mimi, et c'est la seule que je vais voir avant de commencer à rédiger, en lui demandant, écoute, je vais parler de ta vie privée, de ce changement de sexe, donc est-ce que tu m'y autorises ? Alors, elle fait bouffer les cheveux, la voiture sur le parking, la musique est forte aussi. Et elle me dit, Alors, j'essaie de la rassurer, je dis, t'inquiète pas, je vais changer ton nom, on ne pourra pas te reconnaître, comme si à Ouistreham, il y avait beaucoup de femmes de ménage transsexuelles. Et elle me dit, ah non, surtout pas, moi c'est Mimi et je reste. Donc, voilà l'histoire là. Et il faut maintenant repartir ailleurs, repartir à Kiev. Là, on est en février 2022. Vous le savez, l'armée russe marche sur Kiev et les Ukrainiens fuient en masse leur pays. Et donc, ils se réfugient partout en Europe, etc. Mais à Paris, des bus partent aussi vers l'Ukraine. Donc, c'est un chemin en sens inverse. Et montent à bord des gens qui décident de rejoindre leur pays pour s'engager. Donc, ce sont, pour la plupart, des émigrés ukrainiens qui vivaient depuis longtemps en France et qui décident cette fois de repartir. Alors, c'est un moment très particulier parce que, vous savez, c'est rare ces moments où l'histoire vous somme de choisir. Et l'avenir est incertain et on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'exile, on s'enfuit, on reste, on revient, on s'engage. Et comment faire pour savoir ? Comment savoir de quoi l'avenir sera fait ? Et là, ceux-là ont choisi, disent on rentre. Si ce n'est pas nous, qui viendra ? Et donc, on monte dans ce bus qui part vers Kiev, 3 jours de voyage, Paris, la capitale. Et dans le bus, on traverse l'Europe, cette Europe sans frontières aujourd'hui, et on se rend compte qu'on change de pays uniquement au fait que les lignes de téléphone changent. Réseau belge, réseau hollandais, etc. On arrive en Pologne. On s'arrête uniquement sur vous savez, ces grands parkings où il y a des routiers lituaniens, où il y a des plombiers polonais, enfin cette Europe des marges et des flous. Et évidemment, on ne s'arrête pas dans les stations-service, c'est trop cher. Trop cher, il y a trop de tentations. Personne n'a les moyens dans ce bus. Et donc, on continue à rouler, on roule, on arrive à la frontière polonaise. Et là, on voit cette vague de réfugiés qui part, principalement des personnes âgées et des enfants. Et nous, on est presque les seuls dans l'autre sens. Alors, il s'est mis à neiger, comme de bien entendu. Et on est dans le bus et on se dit, ça y est, on revient. Et c'est pour beaucoup, en tout cas pour les hommes, sûrement un voyage sans retour. Parce que la loi ukrainienne vient de passer et les hommes de 25 à 60 ans ne pourront plus quitter le pays. Donc ceux qui rentrent ne partiront plus. Et les femmes ne sont pas sûres de pouvoir repartir parce que les trains sont pleins, la panique est là, et donc est-ce qu'elles pourront un jour refaire le chemin inverse ? Donc tout le monde mesure, en passant cette frontière, ce qu'on est en train de faire.
on arrive, ça roule, on voit le premier checkpoint. Alors tout le monde tourne la tête à travers les vitres du bus. Il est à l'entrée d'un village. Il est, comme vous l'imaginez, c'est-à-dire avec des hommes rassemblés autour d'un petit feu, d'un petit brasero. Il y a les sacs de sable, il y a les croisillons anti-chars. On les regarde et tout le monde le savait, tout le monde sait que c'est la guerre. Et pourtant, incroyablement, tout le monde s'écrie. Je l'avais vu sur Instagram, mais je ne croyais pas que c'était vrai. Et le bus continue à rouler. Arrivé en Ukraine, tous les hommes s'engagent. Alors, je dois ici faire une petite parenthèse. Tous les hommes, 70% des hommes en Ukraine ont cherché à s'engager au début de la guerre. Donc c'est un chiffre qui a estomaqué toutes les chancelleries occidentales. Donc tous les hommes s'engagent, et il y en a tellement qu'on en refuse. C'est-à-dire que l'Ukraine a combattu 2 ans sans faire aucune conscription, uniquement sur volontaire et avec une armée de métier. Les femmes aussi s'engagent. Elles sont 20% dans l'armée ukrainienne. Mais alors là, c'est une drôle d'histoire. Et c'est une femme sur le front qui me la raconte. On roule dans une de ces petites voitures que les Ukrainiens bricolent pour pouvoir aller combattre. Vous savez, c'est en général des fourgons bancaires qu'on a repeints en kaki, et tout le monde s'est cotisé pour l'acheter. Donc on est tous à bord de cette voiture, et on roule vers le front. Et c'est une fille qui conduit, une femme. Elle me dit, oui, moi, la guerre, bien sûr, n'a pas commencé en Ukraine en 2022, elle a commencé avec la guerre du Donbass en 2014. Donc elle dit, mais à cette époque, déjà des femmes s'engageaient. Mais alors, à ce moment-là, les lois n'étaient pas passées, et les femmes n'avaient pas le droit de porter des armes et d'assurer des postes de combat. Et donc, bien sûr, elles le faisaient. Bien sûr, elles étaient snipers. Bien sûr, elles manœuvraient des drones. Bien sûr, elles étaient dans l'infanterie. Mais on ne le disait pas. Et donc, elles n'étaient enregistrées que comme cuisinières, couturières, femmes de ménage. Et donc, elles n'avaient droit ni aux décorations, ni aux postes hiérarchiques, ni à aucune, évidemment, indemnisation si elles étaient blessées ou tuées. Aucune n'était morte pour la patrie. Donc, elle me raconte tout ça, elle dit, puis on s'est appelé entre nous le bataillon invisible. Je lui dis, mais c'est incroyable. Elle m'a dit, oui, on s'est appelé le bataillon invisible, et petit à petit, la loi a changé. Donc maintenant, c'est un petit peu mieux, c'est toujours pas parfait. Mais ce qui était très dur, c'était de se battre contre ce front extérieur, le front contre les Russes, et ce front intérieur, notre propre société. Et donc, petit à petit, on y est arrivé. On continue à rouler, on s'arrête, on arrive près du front. Je vois qu'elle sort de la voiture difficilement, elle a une béquille qui dérape un petit peu dans la boue. Je lui dis, qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant? Là, elle rigole, femme de ménage. Je lui dis, mais et après, qu'est-ce que vous allez faire? Elle me dit, poète. Je vais écrire. Et donc, c'est cette histoire-là que je voulais vous raconter. Mais aussi, je vous l'avais promis, on allait revenir à Herta Müller, sa mère et son mouchoir. Donc vous vous souvenez d'elle, je suis sûre. Donc c'est l'écrivaine roumaine, prix Nobel, littérature 2009. À la fin des années 80, dans son pays, elle a trouvé un travail dans une usine. Et elle a des petits problèmes avec la sécurité, c'est toujours le régime de Ceausescu, donc j'imagine que vous voyez qui c'est avant la chute du mur de Berlin. Et voilà que sa mère, pour l'intimider, c'est les méthodes d'intimidation classiques, pour intimider Herta, sa mère est arrêtée. Et donc la police entre chez sa mère et lui dit « Suivez-moi au commissariat ». Alors la mère suit au commissariat, et le policier l'interroge, et la mère comprend mal, parce qu'elle fait partie de la minorité germanophone du pays, donc c'est le pays roumain. Elle comprend mal le roumain, donc elle n'arrive pas à répondre aux questions. Le policier est furieux, et donc il sort de la pièce en claquant la porte et l'enferme pour la journée dans la pièce. Alors là, je vais citer à nouveau Herta Müller. Les premières heures, ma mère s'est mise à pleurer, assise à la place du policier, puis elle s'est mise à dépoussiérer les meubles avec son mouchoir mouillé de larmes. Ensuite, elle a pris un seau d'eau dans un coin, un essuie-main accroché à un clou, et elle a lavé le sol. En l'entendant me le raconter, j'ai été horrifiée. Comment
tu as nettoyé le bureau de ce type ?» Elle m'a répondu nullement gênée. Je devais m'activer pour passer le temps. Et puis c'était tellement crasseux. Heureusement que j'avais emporté un grand mouchoir d'homme. À ce moment-là, j'ai compris que cette humiliation supplémentaire, mais délibérée, lui avait permis de garder sa dignité. Pour tous ceux que la dictature prive tous les jours de leur dignité, je voudrais simplement demander, avez-vous un mouchoir ? C'est ton idée. Merci infiniment Florence pour ce voyage. On va y revenir et on va faire d'autres liens. Comme ça, je te poserai des questions. Mais merci infiniment. Je vais donner la parole maintenant à Jean-Louis. Pour de la même manière t'écouter le temps de ce que tu as envie de nous raconter, de nous présenter. Et ensuite, on va poursuivre le dialogue. Bien, mais merci Wadji pour l'invitation. Merci à vous d'être ici malgré le soleil à l'extérieur. Et en écoutant Wadji, en écoutant Madame Aubenas, j'avais des inquiétudes que certains d'entre vous ne soient armés. Pourquoi ? Parce que je pense que Wadji a pris énormément de risques en m'invitant. Et ceci me rappelle, vous savez que les Américains ont l'habitude de commencer leur exposé par une petite blague. Et ça me rappelle la blague suivante, c'est un francophone, un Français, qui est invité à faire un exposé quelque part au fin fond de l'Arizona, dans une université nord-américaine. Et au début, les auditeurs sont assez sérieux, attentifs. Et puis à un moment donné, il y a de l'agitation dans un coin de la salle. Et le conférencier regarde ce qui se passe et il voit un des auditeurs qui a sorti un énorme fusil et vient de le poser sur ses genoux. Et bien sûr, le conférencier est perturbé et le gars au fusil lui dit « Non, non, soyez, détendez-vous, c'est pas pour vous, c'est pour mon collègue qui vous a invité. » Et donc, j'espère pour Wadji qu'aucun d'entre vous n'est armé aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce que je connais le moins mal. Ce sont les phénomènes collectifs dans les sociétés animales et en particulier comment, à travers quelques exemples relativement simples, nous allons voir comment ces réponses collectives, ces formes collectives peuvent être générées, sont générées avec en filigrane les questions quels sont les comportements, les communications qui sont impliquées et toujours avec ces visions anthropomorphiques, par exemple, y a-t-il des leaders impliqués dans ces situations? Et je me baserai largement sur les sociétés d'insectes, d'arthropodes. Peut-être aujourd'hui, j'aurais mieux fait de parler de phénomènes collectifs chez les poissons, ça aurait été plus indiqué, mais soit. Et donc, quelques mots de ces sociétés animales. En fait, elles présentent une énorme diversité de taille, nombre d'individus, de complexité, de la nature des communications, de phénomènes de différenciation. Et on a sur cette dia quelques exemples des cloportes qui s'agrègent pour résister à l'humidité, des grands prédateurs qui coopèrent pour capturer des proies, les insectes sociaux dont Wadji vous a déjà parlé, les fourmis ou les termites qui se caractérisent par des réalisations qui dépassent largement l'échelle d'un individu. Et puis, pour complexifier la chose, on peut ajouter des sociétés d'unicellulaires et, bien sûr, on ne peut pas ignorer la société humaine. Et en fait, cette dia peut vous donner un peu l'impression que ces sociétés animales sont comme, pour reprendre l'expression de Lord Rutherford, une collection de timbres-poste. Mais ce n'est pas parce que c'est une collection de timbres-poste qu'on ne peut pas, malgré tout, rechercher s'il n'existe pas des règles communes, tout en ayant à l'esprit la spécificité de chacun des systèmes. Alors cette idée de recherche de règles, elle se confond avec l'histoire du domaine. Si nous reparlons fourmis, on recherche des modes de fonctionnement
dans ces sociétés. Bien sûr, vient à l'esprit immédiatement des modèles anthropomorphiques, ce qui génère, sans nier l'intérêt des observations, ce qui génère une fiction, de ce que j'appelle une fiction du vocabulaire. Et si vous lisez la littérature du 19e, vous trouverez des fourmis très nettement victoriennes et pour d'autres auteurs, des termites nettement socialistes. Alors aujourd'hui, il existe des classifications pour aider justement à mettre en évidence ces règles communes, et peut-être que dans 50 ans ou 60 ans, les critiques que je viens de formuler à l'égard des auteurs du 19e les formuleront à l'égard du vocabulaire que j'utilise ou que nous utilisons. Alors les classifications les plus communes sont celles basées sur la spécialisation dans la reproduction, la présence ou pas de hiérarchie. Ici, moi, je ferai surtout référence à l'organisation spatio-temporelle de la population. Et comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants, l'objectif de ces études de phénomènes collectifs dans la société animale, c'est donc d'identifier les comportements et les communications à l'origine de ces réponses collectives, de ces formes collectives, avec toute une série de questions en filigrane, notamment le rôle de la cognition des capacités individuelles, cette cognition que l'on peut opposer éventuellement à une simplicité des règles comportementales, le problème de l'anonymat, nous verrons cela dans quelques instants, versus la personnalité ou les différences interindividuelles au sein de sociétés. Et un exemple de phénomène collectif que je vais emprunter aux fourmis, une expérience très simple, bon marché, quelques dizaines, quelques centaines de fourmis, une plaque de sable humide, une caméra bon marché, et vous laissez les fourmis s'installer dans cette couche de sable, et pour s'installer, elles doivent creuser un nid. Et ce que l'on voit dans cette observation, dans cette expérience qui dure à peu près une semaine, c'est qu'en début d'expérience, je m'excuse, le film est un peu trop accéléré, mais enfin, j'ai voulu vous épargner les 90 heures d'expérience, c'est qu'au début, là, on observe la formation d'une structure pratiquement circulaire, et puis on observe un phénomène de digitation, de formation de tout un ensemble de petites galeries, et à la fin, l'activité de la colonie se focalise sur quelques galeries, celles qui se trouvent à peu près à 7 heures sur le film. Donc quand on voit cette expérience, on est tout de suite tenté à se poser la question, où est l'architecte? Où sont les chefs de travaux, les contremaîtres? En fait, vous êtes obligé de me croire, je ne vais pas me lancer dans l'épreuve expérimentale, vous ne trouverez pas l'architecte, vous ne trouverez pas les contremaîtres à l'origine de cette transition de forme entre cette structure circulaire et l'émergence du réseau de galeries. Et en fait, j'ai choisi de parler d'un autre ensemble d'expériences qu'on appelle les expériences de choix discret, qui sont des classiques en éthologie, qui sont des classiques en psychologie. Ce sont des expériences où l'individu, l'organisme, que ce soit un insecte ou même un humain, a le choix entre différentes options. La plupart du temps, on se limite à un choix binaire. Et on peut réaliser ce type d'expérience, non pas avec des individus isolés, mais avec plusieurs individus, et lorsque plusieurs individus sont face à ces choix, se présentent des problèmes de conflit, de compétition, ou aussi des nécessités de coopération. Qui dit coopération sous-entend dans ces systèmes, par exemple, l'émergence d'un consensus. Et un choix extrême de ce type d'expérience, ce sont des choix entre options identiques, entre deux tas de carottes identiques ou entre deux tas de foin identiques. Et une expérience, pour revenir aux fourmis, qui illustre cette question, ces expériences de choix collectifs dans une situation totalement symétrique, nous est fournie par un exemple nous est donné par le recrutement chez les fourmis. Alors la plupart des fourmis utilisent des pistes chimiques. Le principe
est relativement simple. Vous avez quelques individus qui explorent, ça ira mieux avec le pointeur, je crois. Vous avez quelques fourmis qui explorent, l'une d'elles découvre une source de nourriture et rentre au nid en traçant une piste chimique qui est invisible à nos yeux, mais qui est détectée par les antennes des individus. Et cette piste va stimuler les individus, les congénères qui sont en attente dans le nid, à sortir, à suivre cette piste, et on va avoir un processus d'amplification, un feedback positif, parce que les recrutés vont à leur tour renforcer cette piste. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque cette colonie est face à un choix de chemin identique entre le nid qui est là et la source de nourriture? Eh bien, on s'attend à ce que, s'il n'y a pas de communication, pas d'influence entre les individus, nous allons avoir un usage égal des deux chemins. Et en fait, ce qui se passe grâce à ce processus d'amplification, ce feedback positif, c'est qu'au début de l'expérience, les individus empruntent aussi bien le chemin de gauche que le chemin de droite, mais rapidement, on observe un consensus qui apparaît et la quasi-totalité des individus empruntent un des deux chemins, une fois sur deux le gauche, une fois sur deux le droit. Et en fait, ce processus résulte tout simplement de la compétition entre deux phénomènes d'amplification. Et je vais abandonner les fourmis pour me pencher et illustrer certains points que je souhaite développer en faisant appel à un phénomène social moins spectaculaire qui s'appelle le grégarisme. En fait, on a un très grand nombre d'espèces qui présentent des comportements grégaires, c'est-à-dire se rassembler, soit de manière permanente, soit à certaines périodes de la journée, certaines périodes de l'année. Et ces phénomènes d'agrégation résultent d'une interattraction entre les individus auquel est souvent associée la réponse des individus à des hétérogénéités environnementales. Et une expérience illustre l'émergence de choix collectifs chez une espèce grégaire qui est la blatte américaine, soit. Et dans cette expérience, les individus, il y a, je ne sais plus, moins une quinzaine d'individus qui sont déposés dans cette arène circulaire, et il y a deux abris sombres, et les blattes apprécient de s'installer pendant leur phase de repos dans des abris sombres. Et ce que nous allons voir dans cette expérience qui dure à peu près 3 heures, et je vous épargne aussi les 3 heures, c'est qu'en début d'expérience, nous avons un chaos, une exploration aléatoire de l'environnement. De temps en temps, un individu ou des individus visitent l'un ou l'autre des abris, mais peu à peu, on voit une augmentation de la population, une stabilisation de la population dans un des deux abris, et à la fin de l'expérience, la quasi-totalité des individus se trouve ici dans l'abri qui est à 7 heures. Alors, quels sont les mécanismes, les communications impliquées dans l'émergence de ce consensus, de ce choix collectif? Eh bien, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure en faisant référence au grand architecte, à l'architecte dans la construction, on pense automatiquement à l'existence, à la présence d'un leader qui va décider de s'installer à tel ou tel endroit et qui va entraîner ses congénères. Mais en fait, si ce type de phénomène existe chez notamment des mammifères, dans les cas qui nous intéressent, chez les insectes grégaires, il n'y a aucune expérience qui démontre, aucune observation qui montre la présence, l'action d'un tel leader qui décide pour tous et est suivi pour tous. En fait, je vous fais grâce des différentes observations qui sont à la base des affirmations qui sont résumées ici dans le bas de la dia. On peut considérer que les individus sont anonymes, ils sont tous identiques. Nous avons, entre guillemets, un choix démocratique. Tous les individus ont les mêmes poids les uns sur les autres, et nous sommes
typiquement dans une situation de compétition entre deux processus d'amplification. Et quels sont ces processus d'amplification? Eh bien, ils sont désespérément simples. Le phénomène peut être résumé de la manière suivante. Les individus explorent l'environnement, rencontrent de temps en temps un des abris, et cette probabilité, cette tendance à joindre un des abris est constante. Par contre, lorsqu'elles sont à l'intérieur de l'abri, il y a une perception du nombre des congénères, perception grâce au contact et grâce à la communication chimique, et la probabilité d'un individu à quitter ce site va diminuer tout simplement avec le nombre de congénères installés. Et ces deux règles élémentaires sont suffisantes pour conduire à l'émergence de ce choix collectif. Bon, la démonstration complète est réalisée grâce au support, grâce à la modélisation mathématique et aux simulations du processus que je viens de vous décrire. Alors, la situation que nous venons de voir est une situation complètement artificielle. Pourquoi? Parce que dans la nature, oui, juste une remarque, si vous voulez faire cette manip avec les blattes, et c'est d'une certaine manière revenir aussi au ménage, c'est une manip en fait qui se fait parfois à l'insu de votre plein gré dans nos cuisines. Et donc, cette situation de deux sites en tout point identiques est une situation complètement artificielle, en ce sens que dans une situation naturelle, et pour la blatte, votre cuisine, notre cuisine, nos cuisines sont des situations naturelles, ça ne se présente jamais, il y a toujours des différences. Et au laboratoire, on sait bien sûr contrôler, provoquer ces différences. Et tiens, qu'est-ce qui se passe lorsque les individus que nous venons de voir ont le choix entre un abri, une étoile, si je peux le qualifier de cette manière, à moitié sombre, à moitié clair, et un abri 4 étoiles extrêmement sombre. Les blattes préfèrent, pendant leur phase de repos, des endroits sombres. Et si nous testons un individu isolé dans cette situation de choix sombre-clair, eh bien, la différence de préférence est très très faible. Non seulement la différence de préférence est très très faible, mais la majorité des individus ne s'installent pas dans les sites proposés. Par contre, si nous réalisons la même expérience avec un groupe, par exemple de 10 ou 15 ou même 30 individus, on constate deux choses. D'une part, c'est que la majorité des individus vont s'installer dans les abris et que la discrimination, la préférence pour le site sombre va être beaucoup plus marquée que pour des individus isolés. Donc, il y a une forme d'augmentation de la discrimination grâce au groupe. Autre constatation, c'est que le graphique ici nous montre qu'on a à peu près 60-70% des individus dans l'abri sombre et 20 ou 30% dans l'abri clair. Cela ne signifie pas que dans chaque expérience, vous avez 70 versus 20 et 10% dehors. Non. En réalité, ce qu'on constate, c'est que vous avez environ 70% des expériences où la totalité ou la quasi-totalité des individus sont dans le sombre et 20% des expériences où la quasi-totalité ou la totalité des individus est dans le clair. Alors, quels sont les mécanismes à l'origine de cette discrimination collective? Y a-t-il des changements profonds du comportement des individus un changement profond lorsqu'ils sont en groupe? Eh bien non. En fait, la préférence pour l'abri sombre reste au niveau individuel la même pour un individu isolé ou en groupe. Ce qui joue tout simplement, c'est l'influence des congénères, la tendance à rester ensemble qui amplifie cette préférence. Et donc, la luminosité est un paramètre physique. Un autre paramètre physique important pour ces animaux est tout simplement l'humidité relative. Et dans cette série d'expériences qui avait été commencée, c'était beaucoup plus une vérification de cette discrimination collective, cette idée que cette discrimination collective allait se retrouver pour d'autres paramètres physiques qui caractérisent l'environnement. Et donc, nous avons testé
le rôle de l'humidité relative, qui est un paramètre important. Et on constate sans surprise qu'un isolé, il est environ 60-70% du temps dans l'abri humide. C'est toujours un choix binaire entre un abri humide et sec. Et 30-35% des individus vont dans l'abri sec. On s'attendait à, lorsqu'un groupe était testé, à avoir une augmentation de la préférence pour l'humidité. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a une inversion des préférences. La majorité des groupes vont s'installer dans l'abri sec et une minorité dans l'abri humide. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une inversion des préférences individuelles lorsque ces blattes sont en groupe? En fait, non. Pas du tout. C'est tout simplement l'humidité ambiante qui altère les communications entre les individus, qui altère les interattractions entre les individus, qui conduit à cette inversion de préférence. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, pour un peu plus discuter le rôle de la diversité comportementale au sein de ces sociétés. En fait, il faut considérer qu'il n'y a pas deux organismes les mêmes, il n'y a pas deux bactéries identiques, il n'y a pas deux cellulaires identiques, et au laboratoire, on peut amplifier ces différences. Et la question théorique est la suivante. Nous avons des insectes, c'est une obsession toujours des blattes, et nous avons deux groupes d'insectes, les vers, les oranges, et les vers ont une préférence pour s'installer dans un abri qui présente dans un site que nous appelons vert, qui a des caractéristiques qu'elles préfèrent, et idem pour les oranges. On sait, sur base des comportements que j'ai décrits précédemment, modéliser assez facilement la dynamique d'un tel groupe mixte. Et la théorie prédit, les modèles prédisent que nous allons avoir très souvent, de manière majoritaire, une préférence pour le consensus. C'est-à-dire que la majorité des expériences, si elles sont réalisées, vont se solder par l'ensemble des individus dans un site, c'est-à-dire que ici, les oranges seront dans le site qu'elles aiment le moins. Le symétrique, c'est la majorité dans le brun. Et la situation de la division doit être rarement observée. Alors l'expérience est la suivante. On reprend des blattes, cette fois-ci de vraies blattes, et elles ont le choix entre un site odorant et un site sans odeur, non odorant. Les naïfs ont une préférence spontanée pour l'odeur utilisée. Si vous voulez refaire la manip, je vous donne la recette, c'est tout simplement l'odeur de beurre de cacahuète. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris ça, vu que ce sont des blattes américaines qui sont utilisées. Les naïfs, donc, ont une préférence spontanée pour cette odeur. Et on a testé ensuite des individus conditionnés, c'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour qu'elles apprennent à fuir cette odeur. Elles ont été conditionnées négativement à l'odeur. Et lorsqu'on teste un groupe, soit de naïfs, soit un groupe de conditionnés, eh bien, la majorité des naïfs sélectionne le site odorant, le groupe de conditionnés sélectionne un site non odorant. Par exemple, ici, on a à peu près 80% des groupes naïfs sont dans le site avec l'odeur. Ici, à peu près 60-65% des groupes conditionnés sont dans le site sans odeur. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans un groupe mixte où on a mélangé ces individus qui ont des préférences opposées? Eh bien, en fait, la majorité des sociétés mixtes, des groupes mixtes, sélectionnent le site odorant, soit. Mais ce qui est le plus important, c'est que toutes les expériences, 100% des expériences, se soldent par le maintien de la cohésion, c'est-à-dire qu'on retrouve la totalité des individus dans l'un ou l'autre site, que ce soit le site odorant ou le site non odorant. En fait, de manière caricaturale, les naïfs, dans certains cas, suivent les conditionnés, dans d'autres cas, les conditionnés suivent les naïfs. Et là, on se retrouve dans cette situation qu'évoquait Wadji, la question de la nécessité. Il y a une préférence de chacun des individus pour une odeur,
liées à leur histoire, etc., à leur programmation génétique, si je peux utiliser cette expression, mais la nécessité de rester en groupe, les bénéfices, entre guillemets, apportés par la vie en groupe, par le fait de rester ensemble, l'emporte sur ses préférences individuelles. Ça, c'était mon avant-dernière dia. Et donc, qu'est-ce que j'ai essayé de montrer brièvement ici? C'est qu'à travers ces quelques exemples, les individus collectent des informations personnelles, répondent, explorent le milieu, répondent aux stimuli fournis par le monde extérieur, et les autres individus, en fait, fournissent une information publique, c'est le terme utilisé dans la littérature, cette information publique étant associée à des processus d'amplification qui sont modulés par l'environnement, modulés par les individus. Et c'est en fait, pour utiliser un langage de théoricien, des systèmes avec finalement peu de paramètres, mais malgré cette simplicité dans la logique, cette simplicité, ce petit nombre de paramètres, on observe la manière, on voit qu'il y a une diversité de réponses collectives, une robustesse de ces réponses collectives, dont par exemple la mémoire collective, j'en ai pas discuté aujourd'hui, qui peut être générée. Et l'ensemble des phénomènes que nous venons de voir repose sur un réseau de feedback qu'on retrouve dans plein d'autres sociétés. Ce réseau, il est très, très simple, très élémentaire. En fait, c'est une compétition entre deux processus d'amplification. Alors, il est évident que ces exemples que je vous ai donnés apparaissent extrêmement simples, peut-être même ennuyeux, par rapport comparé à la complexité d'une société de fourmis, d'abeilles ou autres termites pris dans sa globalité. Et une question aujourd'hui qui se pose, c'est comment ces logiques relativement élémentaires que je viens de vous décrire sont intégrées à l'échelle d'une société pour en régénérer sa complexité globale. Voilà ce que je voulais vous dire. Et merci pour cette présentation. Avant de revenir au voyage que Florence nous a offert, je voudrais te poser tout de suite une question, Jean-Louis, sur une question que tu n'as pas nécessairement abordée là, mais je me demandais, et peut-être qu'elle ne fait pas partie du champ de recherche, ou tu l'as peut-être pas observée, mais c'est une question qui m'intrigue, c'est est-ce que les insectes comme les fourmis ou les blattes, ou en tout cas des insectes qui vivent comme ça en nombreux groupes, est-ce qu'ils ont une mémoire de ce qu'on pourrait appeler des traumatismes, c'est-à-dire un choc qui survient, quelque chose qui met en danger l'ensemble de la communauté, mais ensuite ils se regroupent ou ils se reforment ou ils se restructurent. Est-ce qu'ils gardent en mémoire, est-ce qu'il y a une mémoire des chocs? Alors, ta question, c'est qu'il faut... Il faut que tu appuies sur le bouton, je crois. Le bouton. Et maintenant, voilà. Et maintenant oui. Oui. Bon. Bon, je vous rassure, les boutons sont arrivés en Belgique. En fait, ta question, c'est à peu près sans doute 50 thèses pour le futur. Alors, qu'il y ait des phénomènes de mémoire, aucun doute, de mémoire individuelle, et pas spécialement chez les insectes sociaux, oui. Il y a quelques instants, je vous ai parlé du conditionnement des blattes, c'est une mémoire individuelle, et elles ont eu un traumatisme, je l'avoue, parce qu'elles ont été conditionnées à l'électricité. Donc, ça, c'est une première. Deuxièmement, oui, au niveau d'une société d'insectes, il y a clairement une forme de mémorisation collective, d'une perturbation, d'un traumatisme qui a été imposé à la colonie. Et qui va se manifester. Alors, est-ce que chacun des individus ont cette mémoire?
je ne peux pas y répondre. Peut-être que oui, en tout cas dans certains cas, mais de la manière dont les dynamiques fonctionnent, par exemple la réorganisation de la colonie, l'espace va servir de mémoire à la colonie face à ce traumatisme, cette perturbation qui a été imposée. Alors, je te pose aussi cette question. Ensuite, après, je vais passer à Florence. Des observations que tu fais depuis quand même un certain nombre d'années, d'être penché vers ces vies étranges, si différentes, entre guillemets, de nous, ne serait-ce que par la taille, par tant de choses aussi, et par leur invisibilité. Comment tu dirais aujourd'hui, comment te dire, qu'est-ce qui définirait à tes yeux, après tout ça, qu'est-ce qui définit à ce moment-là l'être humain qui te semble aujourd'hui vraiment incroyable, que tu ne vois pas du tout chez les insectes, j'imagine, parce que tu as parlé de communication, donc bon, d'accord, il n'y a peut-être pas le langage comme nous, tu as parlé de mémoire, tu parles de nécessité. Qu'est-ce qui relève de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux en te disant ça, vraiment, l'humain, là, je ne l'ai jamais observé nulle part parmi ces colonies-là? Ou alors, au fond, au fur et à mesure que tu as observé les colonies, tu t'es rendu compte qu'il y a peu de différence avec l'être humain? Alors, je ne m'attendais pas à cette question. Je pourrais résumer ma pensée en disant qu'il y a deux réponses orthogonales. Et donc, si elles sont orthogonales, elles ne sont pas incompatibles. La première chose, c'est que il me semble, et je ne suis pas objectif, nous ne sommes pas objectifs étant humains, c'est qu'est-ce que la conscience? Je vais y arriver après quelques heures, sans doute, d'entraînement. C'est sans doute la conscience, bien que je suis intimement convaincu, je crois, c'est peut-être le meilleur terme, je crois que cette idée de conscience, il n'y a pas un saut abrupt quelque part entre un primate et l'humain, il y a un continuum, et il y a eu récemment la déclaration de New York de tout un ensemble de biologistes qui posent la question et qui disent il faut s'interroger sur l'existence de la conscience, quand apparaît-elle? Elle n'est sans doute pas le privilège de l'humain, ou en tout cas peut-être est-ce un privilège, c'est sous certaines formes. La deuxième chose, c'est qu'il est évident que je n'extrais pas l'humain de ces systèmes sociaux et qu'il y a d'autres similitudes. Alors il faut toujours se méfier entre une similitude de réponse et ce qui est en amont, qui est caché en quelque sorte dans la boîte noire de l'individu. Si je m'exprime en tant que modélisateur ou de théoricien, le théoricien peut écrire une équation de réponse d'un individu et ça pourrait être la même réponse, que cette réponse soit tout simplement gouvernée par des stimuli, réponses, ou par une analyse relativement élaborée. Il y a donc, pour revenir à cette idée de continuum, il y a tout un ensemble de phénomènes qu'on retrouve là, aussi bien dans les sociétés animales que dans la société humaine. Je ne l'ai pas commenté, mais dans une des premières dias, il y avait une toile, la reproduction d'une toile de Maximilien Luce, qui est un pointilliste qui avait un engagement social, et le mot est un peu faible, très fort, et il nous montre quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, qu'on n'imagine plus aujourd'hui, qui est le battage des pieux. Donc aujourd'hui, nous avons des machines qui font ça, et sur cette peinture, on voit un ensemble d'ouvriers qui sont occupés à battre des pieux. Nous sommes au fin du 19e, début du 20e, c'est pas il y a 3000 ans. Et pourquoi je montrais cette dia, cette reproduction, et je m'excuse de ne pas l'avoir commentée, c'est que là se pose le problème de la synchronisation. Si tu tires, et moi je ne tire pas à ce moment-là
si Mme Aubenas tire et puis que nous deux, nous ne tirons pas, ça ne va pas très bien marcher. Il y a une importance de la synchronisation du mouvement. Comment ces synchronisations émergent. Et donc, à travers tout le vivant, mais on retrouve aussi des questions en physique, comment, par exemple, ces phénomènes de synchronisation émergent. Et là, sans doute clairement que chez l'homme, dans notre société, des processus de synchronisation ne sont pas fondamentalement, donc c'est un peu à l'opposé de ta question là, fondamentalement de phénomènes de synchronisation qu'on va observer par exemple chez des vers luisants ou chez d'autres organismes. Très bien, merci. Florence, comment est-ce que à quel moment tu as dit à tes amis avec qui tu travaillais sur le ferry, à quel moment tu leur as dit que tu étais journaliste? Comment s'est passé je leur ai dit peu avant la publication du livre. Le livre était déjà publié. Je ne ferai plus exactement les choses comme ça aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai fait à ce moment-là. Je leur ai dit au moment où le livre allait être publié. Donc c'était quasiment fait, quoi. Et donc, je suis allée avec... je l'ai dit d'abord à celles des personnes dont j'étais le plus proche. Il y en avait quelques-unes avec qui j'avais des affinités, disons. Et je suis allée sur le quai. Et je leur ai dit, voilà, en fait, j'étais journaliste. Je suis journaliste. Alors, il y a eu un flottement. Alors, il y en a une qui a dit, moi, c'est la reine d'Angleterre. OK. Alors, je leur dis, mais si, mais moi, c'est vrai. Voilà. Elle me dit, ouais, c'est ça. Et depuis quand? Alors, deuxième claque. Depuis quand les journalistes s'intéressent à nous? Bon, on ne peut pas dire le contraire. Et donc, j'aurais dit, voilà, donc c'était pour faire un livre, etc. Donc, il y avait un vrai flottement, c'est-à-dire que aucune ne savait comment réagir, etc. Alors, une jeune fille qui était là me dit, mais est-ce que dans ton livre, tu parles de moi? Alors, j'ai dit oui, d'elle en particulier, je parlais. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu dis de moi? Alors, je dis, écoute, c'est pas difficile, tu te souviens le pot d'une des filles qui était là, le jour de son anniversaire, on s'était toutes mis autour de la machine à café, on avait mangé des chips, etc., et on avait bu un coup. Elle me dit, ouais, je me souviens. Et tu te souviens, tu avais trop bu? Alors, elle me dit, oui, je me souviens. Et tu te souviens, quand on était monté sur le bateau, tu t'étais battue avec la chef? Elle me dit, oui, je me souviens. Et là, je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Je dis, et c'est ce que je raconte dans le livre. Alors, tout le monde se regarde, dit, tu racontes que je me bats avec la chef? Oui. Là, je me rends bien compte que ça ne va pas du tout. Et j'ai la mer dans le dos. Donc, on est sur ce fameux quai. J'ai la mer dans le dos et je commence à pivoter en me disant, elles vont me mettre par-dessus le quai. Donc, j'ai une petite manœuvre de... Et alors, la fille me dit, et alors, comment tu m'appelles? Alors, je dis, tu sais, j'ai pas mis ton vrai nom. C'est vrai, la plupart, j'ai pas mis le nom. J'ai pas mis ton vrai nom. Je t'ai trouvé un pseudonyme. Elle me dit, ah bon, tu m'as trouvé un pseudonyme? Alors, elle avait un nom américain, un nom d'une vedette d'un feuilleton. Et donc, je voulais garder ce côté américain. Et donc, je l'ai appelée Marilyn. Et donc, j'ai dit, ben, je t'ai appelée Marilyn. Alors, tout le monde se regarde. Et la fille se tourne vers les autres et dit « Yes, Marilyn, c'est moi ». Et là, j'ai sauvé le plongeon. Je ne vous cache pas. Mais c'était assez compliqué parce que c'est pas si facile, mais c'est vrai dans le métier de journaliste en général, c'est pas si facile, même avec les meilleures intentions du monde, parce que c'est une question que je ne m'étais pas posée auparavant. C'est-à-dire qu'on se dit bah, « Je vais raconter les conditions du travail précaire ». En quoi ça va les gêner? Au contraire, elles vont être ravies qu'on les défende. En fait, c'est beaucoup moins simple que ça. Et on tend un miroir à des gens qui n'ont rien demandé. C'est un peu comme quand on prend la photo de l'un d'entre nous et que le photographe vous dit « Oh, regarde là, t'es formidable ». Puis on se trouve particulièrement moche et on se dit bah, « Non, je suis pas formidable du tout ». Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quel est le mot qui va les gêner? Quelle est la chose qui va les blesser, en fait? Parce que c'est de ça dont on parle. On n'est jamais très au clair avec ça. Même avec, je te dis, la meilleure volonté du monde, mais c'est vraiment autre chose. Et maintenant, je fais beaucoup plus attention à ça depuis justement le Quai d'Ouistreham. Et lorsque tu es resté combien de temps avec elle? 6 mois. 6 mois. Est-ce que, au cours de ces 6 mois, comment tu vivais le fait
de leur cacher ça pendant ces 6 mois? En fait, au début, je le vivais très bien parce que je me disais, elles vont me sauter dans les bras après. Ça va être super, je fais ça pour raconter le travail précaire, je fais ça. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire, je ne voyais pas en quoi ça aurait pu poser problème. En fait, ce qui était l'enjeu à ce moment-là, c'était de ne pas me faire repérer. La difficulté, pourquoi on fait ça? Pourquoi on va se mettre en disant, voilà, je vais cacher mes papiers, je vais me dire marié à un garagiste, etc., alors que je pourrais arriver avec un micro et dire, mesdames, racontez-moi votre travail. On fait ça parce que, en fait, on ne comprend pas bien ce qui se passe, en tout cas pour le quotidien. Pour l'extraordinaire, les journaux, ils sont parfaits. C'est-à-dire que pour faire un gros titre, la terre tremble, l'inondation, la guerre éclate, etc., on sait faire. On a les gros titres, on a les photos, on a tout ça. Pour saisir le quotidien, autre chose. C'est-à-dire le tout petit, la vie de la blatte, je me sens concernée, la vie de la blatte, elle est difficile à attraper. Et donc, il faut y rester au plus près. Si je viens avec un micro, la fille, elle nettoie, et vous lui courez derrière avec le micro en disant « tu peux me raconter, c'est absurde », on la gêne, on ne l'aide pas, etc. Et surtout, on va avoir sans cesse affaire aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir envie de répondre, souvent les mêmes. C'est-à-dire, et je le dis sans aucun reproche, c'est-à-dire souvent des syndicalistes, des gens habitués à prendre la parole, etc. Mais les gens qui n'ont pas cet appétit-là, on ne les voit pas. Ma binôme institutrice, elle n'aurait jamais parlé à une journaliste. Tout un tas, je me souviens pendant très longtemps, on a covoituré avec une jeune fille. Et jamais elle ne serait montée dans la voiture d'un journaliste. Je vais dire une chose affreuse, elle ne se serait pas autorisée à monter dans la voiture d'une journaliste. Et donc, elle était là, elle me racontait, elle osait me raconter, ouais, peut-être je vais réussir à faire un autre métier. Elle voulait garder des enfants à domicile. Mais pour le dire, elle se faisait déjà violence. Parce qu'elle disait, c'est trop beau, c'est trop loin, Et donc, pour attraper ça, on ne peut pas le faire avec un micro en y allant comme ça. Je comprends. Jean-Louis, est-ce que les blattes savent qu'elles sont observées? Est-ce que les blattes ou les fourmis, est-ce que tu crois qu'elles savent qu'on les observe? Ou est-ce que tu penses qu'il y a... Parce que c'est toute la question, au fond, de l'observation d'un oiseau de nuit. C'est toute cette question. Pour observer un oiseau de nuit, soit tu n'allumes pas la lumière, mais alors l'observation est très difficile, mais tu n'affectes pas son comportement, soit alors tu allumes pour pouvoir le voir, mais en allumant, tu affectes son comportement, donc tu ne l'observes pas totalement tel qu'il est. Enfin, là, j'ai l'impression de te raconter quelque chose. Non, mais voilà, tu observes des blattes, savent-elles qu'elles sont observées? Tu n'exagères pas du tout. En fait, c'est une question permanente. Alors, je ne peux pas répondre est-ce qu'elles savent ou elles ne savent pas que la fourmi est observée par celui qui quitte sa voiture près de l'asphalteuse au Québec. Mais une question permanente, c'est on manipule ces individus, éventuellement on les marque, etc. On travaille dans certaines conditions. Et dans quelle limite les résultats que tu obtiens sont des résultats généraux? Je vais faire un effort de me réconcilier avec le micro. Dans quelle limite les résultats obtenus sont finalement de la situation représentative de la situation blatte ou fourmi perturbée, marquée, etc. Ou est-ce que l'on peut les généraliser? Donc c'est une question qui est omniprésente. Et en fait, quand on lit un article scientifique, il faut toujours du domaine, il faut toujours avoir à l'esprit que ces résultats ont été obtenus dans certaines conditions et qu'il faut toujours être prudent dans leur généralisation. Maintenant, en vous écoutant, je ne pouvais m'empêcher, fort modestement, de faire certaines analogies entre les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la description, l'analyse, etc., et votre travail d'intégration dans une équipe, merci, dans une équipe de techniciennes de surface. J'aimerais aborder la question du langage à ce moment-là parce que c'est intéressant. Lors du premier séminaire, Étienne Parizeau
le séminaire tournait autour de la naissance de l'univers. Donc, deux astrophysiciens, il y avait Michel Cassé et Étienne Parizeau, deux astrophysiciens, on parlait d'univers, d'atomes, de mécanique quantique. Et à un moment donné, Étienne évoque le fait que le vocabulaire qu'on utilise est totalement en décalage complet avec le réel, puisque quand on dit atome, c'est un mot, mais on ne sait pas exactement de ce qu'on nomme. Quand on décrit les phénomènes qui se passent au niveau quantique, au niveau de l'infiniment petit, cela crée une visualisation pour celui qui écoute, qui n'a strictement rien à voir avec le réel, mais en même temps, le langage est ce qui nous permet de nous en approcher. Comment est-ce que, pour toi, par exemple, Florence, quand il a fallu que tu écrives, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans l'écriture du livre pour pouvoir rendre compte de ça, alors que tu viens de dire qu'il faut l'avoir vécu pour le voir? Quelles limites tu as, ou alors qu'est-ce que le langage t'a offert? Puis ensuite, Jean-Louis, pareil, comment est-ce que le langage, par rapport à des vies aussi étonnante et étrangère, comment le langage devient à la fois un outil mais en même temps une distance? Alors, moi, je m'étais mis des lignes rouges qui étaient pas forcément autour du langage, mais qui étaient, c'est vrai que quand on fait ça, quand on cache son identité, il faut faire attention. Hein, et je le ferai, évidemment, je ne le ferai pas dans n'importe quelle circonstance, je le ferai parce que là, c'était en l'occurrence utile, mais la plupart du temps, j'ai fait ensuite un autre livre qui n'avait rien à voir avec ça, où je ne cachais pas du tout mon identité. Donc je pense qu'il faut vraiment bien sous-peser l'intérêt des choses. Je m'étais mis des lignes rouges, et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je m'étais dit, bon, je vais dans un milieu social qui n'est pas le mien. Donc, comment je fais pour ne pas qu'on me reconnaisse quand même, si jamais je croise quelqu'un que je connais? Donc, en fait, certaines personnes m'avaient dit, écoute, allez, je vous le dis crûment, tu vas chez les pauvres, t'as qu'à te couper les cheveux et te teindre en noir. Alors, bon, c'était un peu... Donc, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je me suis teint en blonde en me disant que ça ne pouvait pas être un signe négatif, que dans l'acceptation populaire, blond, c'est pas bien. Je me suis dit, je n'achèterais aucun habit autre, c'est-à-dire je m'habillerais exactement comme je m'habille n'importe où, je n'ai pas à me déguiser. Et la dernière des choses, c'est un livre sur le travail, donc je ne vais pas voir les gens chez eux. Alors ça c'est un vrai deuil pour un journaliste, pour une journaliste, parce que c'est le grand truc, vous regardez la télé, et c'est toujours « nous avons rencontré le commissaire machin chez lui, avec sa femme et ses enfants, etc. » C'est toujours considéré comme bien montrer l'humain que d'aller dans sa cuisine ou je ne sais quoi. Et là, plusieurs fois, on m'avait dit « ouais, je fais le mariage du petit, il y a un baptême, viens, ou sors avec nous ». Et chaque fois, je refusais en me disant « non, je reste sur un domaine professionnel ». Donc, je m'étais vraiment cantonnée à ça. Donc j'ai changé les noms, ça c'est sûr. Et les mots étaient quelque chose avec lequel, dans ce secteur-là, en tout cas, on joue. Parce que moi je dis femme de ménage sans aucune gêne, mais c'est vrai que ça a évolué. Je t'ai entendu dire technicienne de surface. J'ai fait exprès. Ouais. Alors maintenant, tu es en retard d'une chose, maintenant c'est agent de propreté. Voilà. Donc ça a l'avantage d'être neutre. Il n'y a pas agente de propreté. Donc voilà, c'est comme... donc il y a tout ce féminin masculin qui est en réalité dans le social et pas seulement le grand enjeu aujourd'hui. Donc c'était ça, comment est-ce qu'on les appelle? Mais moi j'appelle femmes de ménage les hommes. Donc... Et pour toi, Jean-Louis, quand tu écris plein d'articles dans les revues, alors bon, j'imagine qu'il y a un langage entre scientifiques et chercheurs qui est bien particulier, mais comment le langage, par exemple là, ne serait-ce que la présentation que tu nous as fait, sachant que le public, enfin les étudiants, les élèves, je ne sais pas comment les appeler, auxquels tu t'adresses ne sont pas des biologistes ou bien des éthologues, etc. Comment le langage devient à la fois un outil, mais en même temps un empêcheur? Alors, j'irai plus loin qu'empêcheur, un piège.
J'évoquais brièvement les fourmis socialistes ou victoriennes du 19e. En fait, dans ces domaines, nous avons toujours un langage qui est utilisé. On parle de reines, on parle de soldats, d'ouvriers, etc. C'est un héritage des observations et du vocabulaire qui a été utilisé par les premiers auteurs. Aujourd'hui, ce langage, de mon point de vue, peut poser problème lorsqu'on sort de notre landerneau, en ce sens que pour un biologiste, la reine n'a rien à voir avec, je ne sais pas, Louis XIV, parlons pas de Louis XVI, ça a mal fini, et au mieux, elle n'a même pas les pouvoirs du roi des Belges. Donc, il y a ce piège du langage lorsqu'en partie on sort de la communauté. Et parfois, je pense qu'on ne fait pas assez attention, nous, à cela. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il me semble que quand on utilise langage, en tout cas dans ces domaines, il y a toujours associé à langage modèle. On a un certain modèle. Et qui dit modèle dit trahison, dit erreur, dit incomplet, mais je ne sais plus quel physicien disait que tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Et donc, le langage est utile à une communauté qui lui permet de communiquer, d'essayer de progresser, d'élucider un ensemble de questions. S'ajoute à cela, bien évidemment, la modélisation mathématique, qui est aussi un langage supplémentaire. Modélisation qui, évidemment, va s'accompagner aussi, dans certains cas, d'un appauvrissement. Tout à l'heure, je mentionnais que derrière une même réponse, une modélisation d'une même réponse, on peut avoir des traitements de l'information qui sont complètement différents. Et puis, il y a, comme on le disait aussi, nous restons des humains avec nos perceptions. Moi, j'ai un rêve, je sais bien qu'il ne sera jamais réalisé, aucun doute, c'est de pouvoir lancer un programme interplanétaire et de pouvoir collaborer avec, je ne sais pas, un martien, apparemment il n'y en a pas, peut-être vénusien, on ne sait jamais, pour avoir ces différents points de vue. Mais encore faut-il pouvoir communiquer entre nous. Je voulais juste préciser une petite chose, parce que là, ça portait sur ce livre dont tu parles. Mais, par exemple, en Ukraine, il y a eu tout ce... il y a toujours d'ailleurs toutes ces crimes de guerre que sont le viol, par exemple. Et là aussi, je travaille pour le journal, je travaille pour Le Monde aujourd'hui, de travailler sur le procès de Skwarnek, vous savez, ce pédocriminel qui est actuellement jugé à Vannes. Et là se pose un autre problème de langage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut raconter dans un journal sur des très grands crimes sexuels. Moi, je serais presque tentée de dire le mal. Qu'est-ce qu'on peut dire du mal à un lecteur grand public qui a ouvert son journal, qui n'est pas obligé de recevoir en plein visage des choses terribles. Et donc, là, par exemple, j'ai pour règle de ne jamais décrire ce qui se passe. C'est-à-dire, par exemple, sur ce procès de Skwarnek, cet ex-chirurgien tient un journal. Il a tenu un carnet, et c'est grâce à ce carnet qu'on sait ce qu'il a fait, les viols dont il est accusé. Et il les décrit très en détail. Et ce carnet a un rôle fondamental parce que c'est le seul élément qui permet de le mettre en examen et de le juger aujourd'hui. Parce que lui ne se souvient de rien et la plupart de ses victimes non plus. Donc toute l'accusation repose sur ce carnet. Donc qu'est-ce qui est écrit dans ce carnet ? Et or, c'est insupportable. Mais il faut quand même en parler, puisque c'est le fondement de l'accusation. Et donc là se pose vraiment le problème du langage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on en dit. Et alors, moi je tiens très fermement à ça, et c'est une petite bataille tous les jours avec les éditeurs qui relisent, où eux voudraient qu'on en dise un peu plus. Et moi, c'est quelque chose que je refuse, parce que je pense que c'est très irrespectueux pour les victimes de décrire des situations dégradantes où elles sont violées. Et je pense que ça fait très plaisir à celui qui le fait, ou à certains qui le lisent et qui vont trouver que c'est formidable. Et donc, je fais beaucoup d'ellipses, mais tous les jours, il y a cette espèce de bataille sur il faut en dire un petit peu plus, un petit peu moins. Et c'est vrai que la façon dont on parle de certaines choses est très compliquée pour ces raisons-là, parce que
un journal est confronté à une image et du mal extrêmement grave. Pour terminer, alors poser cette question après ce que tu viens de dire est complexe, mais c'est pas grave, ça va nous permettre de sortir de ça. Et parce que ce que tu dis est vraiment aussi dans la fiction se présente souvent, c'est-à-dire quand tu dois écrire une scène, tu sais que c'est de la fiction, donc tu es protégé, mais quand même, à un moment donné, quand est-ce que ça devient, quand tu bascules dans un endroit qui ne concerne plus nécessairement le spectacle, vraiment à ce moment-là, il y a des choses qui sont vraiment délicates. Cette dernière question, je vais commencer par toi, Jean-Louis. Est-ce que tu finis par éprouver un sentiment? Est-ce que tu finis par aimer les insectes quand tu les observes? Est-ce qu'il y a un sentiment d'attachement qui se fait à force d'être penché sur... Je crois que tu m'avais déjà posé la question lors d'un échange précédent et j'avais répondu que je n'en parle qu'à mon psy. Mais plus sérieusement, oui, je pense que j'aime, mais alors, quel type d'amour avons-nous? Peut-être plus par la fascination de ces complexités, de ces dynamiques de ces systèmes. Mais juste une parenthèse qui nous éloigne un instant de ta question, c'est que lorsque vous parlez à X ou Y qui n'est pas dans le domaine et que vous expérimentez sur l'animal, très souvent vient dans la tête de votre interlocutrice ou de votre interlocuteur la vivisection, etc., etc. En fait, 90%, ou admettons même 80 ou 95, comme vous voulez, il n'y a absolument pas ce type d'expérience, il n'y a absolument pas cette envie, cette nécessité. Au contraire, il y a une absolue nécessité de penser que les animaux testés sont dans les meilleures conditions qu'ils puissent être, et c'est une condition sur aussi, d'une certaine manière, la validité des résultats. Mais oui, j'avoue, oui. Et I love Blatt. Et toi, Florence, est-ce que, à force d'observer les gens, ces gens-là, je sais que tu t'es aussi intéressé aux gilets jaunes, ça fait vraiment partie un peu ce que tu as dit au début, tu ne te sens pas à l'aise avec les stars, enfin tu as bien ta voisine et le chauffeur du bus, et t'approcher d'eux et d'être avec eux. Et, est-ce que au fil, ça t'amène à aimer davantage l'humanité ou au contraire à t'en méfier? Alors, moi, j'écris, mais j'écris aussi au Père Noël. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un de très optimiste. Et donc, je pense que plus on fréquente les humains, plus on se voit entre humains, j'ose pas dire plus on s'aime, mais moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile de s'aimer de façon collective, générale, etc. Quand on se fréquente, je fais partie des blattes oranges, donc qui vont dans la vraie. Je ne sais plus si c'est le sec ou l'humide, mais moi je pense ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on partage. Même des gens qu'on ne devrait pas aimer. Au bout d'un moment, on les voit, on les interviewe, je me souviens, tu parles des gilets jaunes, quand j'ai commencé à faire des articles sur les gilets jaunes, justement, je me suis arrêtée vraiment par hasard. Il y avait un rond-point bloqué, je me suis arrêtée et finalement je suis restée. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, tu trahis ton milieu, tu vas vers les gilets jaunes, ils sont tous fachos, je sais pas quoi, ils conduisent des voitures. » Bon. Et moi, je les ai aimés, ouais. Donc, alors c'est toujours bizarre à dire et c'est pas bien pour un journaliste parce qu'il faut montrer un peu de distance, etc. Bon, à vrai dire, je m'en soucie peu. Donc, j'ai plutôt cette tendance-là, c'est vrai. Très bien. Alors, la semaine prochaine, ce sera la dernière leçon.
Elle aura pour verbe bien le verbe mourir, canicule du verbe mourir, une façon de répondre à la première leçon qui était le verbe être, et qui donc au fond va poser la question comment on fait pour finir, comment on finit une chose. Et pour le séminaire, on passera l'heure et demie avec Sophie Calle. Je voudrais vous remercier tous les deux vraiment très chaleureusement, vraiment d'avoir joué le jeu de cette rencontre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.